collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule l'émission de cette semaine « Le courage de la non-violence ». Guerre en Ukraine, violence dans les quartiers, émeutes et destruction aveugle fin juin dans beaucoup de villes en France, violence intrafamiliale. Nous sommes souvent dépassés par la violence. Nous nous sentons impuissants pour la traiter et parfois nous devenons nous-mêmes violents ou agressifs sans arriver à canaliser des émotions et réactions qui nous débordent. Souvent, nous avons des réactions primaires et instinctives face à la violence. La peur et parfois la panique qui nous stressent et nous plongent dans la méfiance. Ou bien les jugements péremptoires et l'accusation de la police, de la justice, des gouvernants. Ce sont les autres qui ne font jamais ce qu'ils devraient faire. Ou encore la haine pour les violents, l'appel à les éliminer par un autoritarisme qui écrase. Parfois aussi une indifférence qui ferme les yeux tant que nous ne sommes pas concernés et touchés directement. Toutes ces attitudes ne résolvent en rien le problème car elles sont toutes marquées d'une forme de violence pour répondre à la violence. Je vous propose de prendre un peu de distance par rapport à toutes nos réactions spontanées, à quitter un instant nos peurs, nos réactions immédiates, nos jugements, nos accusations. Pour prendre cette distance, je voudrais simplement lire avec vous un article intitulé « Le courage de la non-violence » écrit par la journaliste Florence Châtel et publié en juin 2022 dans le journal La Croix. La journaliste Florence Châtel collabore régulièrement à Bayard Presse à travers La Croix, Panorama ou le site internet croire.com ainsi qu'à l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2. Voici son article. C'est elle à qui je donne la parole. Le début de l'offensive russe en Ukraine a marqué le retour de la guerre en Europe. Quelques voix minoritaires se sont depuis élevées pour que soient donnés aux Ukrainiens, plutôt que des armes, des moyens de combattre de manière non violente. Au sein de la mouvance non violente, cette question fait débat, tandis que dans la société, les non-violents sont souvent assimilés à de doux rêveurs ou aux hippies des années 1970. Pourtant, loin d'être naïve, la non-violence telle que Gandhi l'a théorisée et mise en œuvre au début des années 1920 recèle une force spirituelle et une puissance d'action. Dans l'esprit du Mahatma Gandhi, la non-violence s'appuie sur le principe d'ahimsa, le désir actif de ne pas nuire, une impulsion positive à respecter la vie, une force intérieure poussant à combattre toutes les manifestations de la violence, pas seulement celles des coups et des armes. C'est une citation de Christian Melon et Jacques Semelin dans un livre sur la non-violence. Mais la non-violence fait également appel à la notion de satyagraha, qui veut dire force de la vérité. Cette expression apparue à Johannesburg en 1906-1907 lors de la lutte des Indiens contre une loi les discriminant. Cette expression désigne la manière d'agir positive de Gandhi. On entend par violence tout ce qui porte atteinte à la vie physique et à la dignité d'un être humain. Quelqu'un qui est humilié, harcelé, calomnié est victime de violence, même s'il n'est pas physiquement blessé. Note le jésuite Christian Melon, entré dans la non-violence en 1971, cofondateur en 1974 du mouvement pour une alternative non violente. À ses yeux, il existe ainsi
c'est lui qui parle, des violences directes que l'on peut attribuer à telle ou telle personne qui devra en répondre au tribunal, et des violences indirectes ou structurelles. Ce sont par exemple les lois qui induisent que les migrants doivent risquer leur vie en traversant la Méditerranée ou la Manche. Dans ces cas-là, les responsabilités sont systémiques, c'est-à-dire que ce sont des systèmes économiques, financiers, politiques qui font violence et qui tuent, ajoute Christian Mellon. Comment combattre toutes ces formes de violence ? Christian Mellon continue. La grande intuition des combattants non violents du XXe siècle comme Gandhi et Martin Luther King est d'éviter le mimétisme, de trouver des moyens de résoudre le conflit autrement qu'en imitant l'agresseur, l'ennemi ou l'adversaire. Dans cette lignée, les chrétiens non violents s'appuient sur la parole de Jésus. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Matthieu, chapitre 5, verset 39. À cela s'ajoute la recherche d'autres moyens de lutte, car la non-violence est une lutte et non un pacifisme pour faire advenir la justice et la paix. Venu à Paris le 11 juin présenter la campagne de l'église protestante de Bade, en Allemagne, à un colloque sur le thème « Repenser la sécurité en Europe », Ralph Becker confirme « Dans la non-violence, je réagis par un double geste. Une main qui dit stop à la violence et une main tendue, ouverte, qui propose une alternative. » Selon ce membre du réseau œcuménique européen pour la paix Church and Peace et le père Christian Mellon, cette attitude est celle de Jésus face aux accusateurs de la femme adultère. Jésus arrête la violence, il vainc ses adversaires qui cherchaient à le coincer par une parole. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jean chapitre 8, verset 7. Mais après cela, Jésus ne reste pas les yeux levés pour les narguer et regarder qui s'en va le premier. Non, Jésus se baisse par terre, il se relève quand ils sont tous partis. S'il avait cherché à les humilier, en plus de les avoir vaincus par sa parole, cela aurait été perdu. Peut-être que la femme aurait été lapidée. C'est une grande leçon pour les sorties de conflit. Que le vaincu ne soit pas humilié, sortir du conflit la tête haute. Les guerres mondiales du début du XXe siècle ont en effet montré combien l'humiliation des vaincus fait toujours le lit d'un nouveau conflit. Nous pouvons entendre ainsi les appels répétés d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, comme un moyen de préparer l'après-guerre en Ukraine. Dans tout conflit, non seulement il s'agit de convertir sa colère, de lutter contre la haine en soi et autour de soi, mais il s'agit aussi de chercher à maintenir les conditions d'une reprise de contact le jour où le mal commis par l'adversaire sera vaincu. La question d'une résistance non violente à une agression demande une préparation et relève d'un choix politique défini par l'État lui-même. Une fois que le conflit a éclaté, les non-violents ne peuvent que limiter les dégâts et préparer l'après-conflit, voire la réconciliation. Il est très facile de détruire ou de s'affronter violemment. En revanche, le travail de reconstruction prend des décennies. L'acte violent que je pose dans l'instant peut impacter plusieurs générations, comme montre Rachel Lamy,
rédactrice en chef de la revue Alternative non violente et formatrice au sein des brigades de paix internationales. Au cours d'un tour du monde de la non-violence, Rachel a pris conscience que le travail pour la paix commence d'abord en soi-même, en osant regarder sa propre violence, ses préjugés, tout ce qui fait obstacle en soi à la rencontre avec l'autre. Nous ne pouvons pas demander aux Israéliens et aux Palestiniens de détruire le mur qui les sépare si nous ne détruisons pas nous-mêmes le mur qui nous sépare de la personne mendiante dans la rue, si nous gardons des préjugés sur les gens du voyage et une vision binaire des bons et des méchants en nous rangeant systématiquement du côté des bons. Ceci est encore une citation de Rachel Lamy. C'est pourquoi la prévention, la formation à la non-violence sont à ses yeux si importantes, de même que la nécessité de travailler en réseau. Rachel Lamy affirme « La non-violence est un choix et une philosophie, le seul moyen viable de construire une société en paix. » Christian Mellon-Ranchéry, la non-violence est une éthique, une stratégie et un projet politique. Au cœur de la réflexion non-violente, il y a un principe fondamental, la fin ne justifie pas les moyens. On cite souvent cette phrase de Gandhi, la fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence. C'était l'article de Florence Châtel. Je termine cette émission par une citation de Maria Montessori, cette personne qui a créé les écoles Montessori. Elle dit ceci: « Tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la compétition. Et la compétition marque le début de toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour-là, on éduquera à la paix. » Citation de Maria Montessori. Eh bien, chacun de nous peut être éducateur pour lui-même, pour ses proches, pas seulement pour les enfants, mais beaucoup pour les enfants. Chacun de nous peut être éducateur quand il peut choisir de remplacer la compétition, où il faut nécessairement que pour arriver le premier, je freine les autres, voire je les élimine. Remplacer la compétition par la coopération, où nous mettons ensemble chacun nos ressources différentes et complémentaires pour construire ensemble un monde de justice et de paix.